présente Émilie Charbonneau, deuxième vice-présidente à la PTS, responsable des dossiers sociopolitiques. Ce soir, je suis accompagnée de Maxime Baudouin, qui est coordonnateur à l'action sociopolitique à la PTS, ainsi que Philippe Hurtaud, responsable à la recherche au niveau sociopolitique à la PTS. On a également la chance d'avoir avec nous une invitée, Mme Émilie Desforges, orthophoniste impliquée au sein de la planète Saint-Vite en santé. Aujourd'hui, elle va venir nous entretenir concernant les pistes d'action pour un réseau de santé et services sociaux durables. C'est le fun de vous dire que ce sujet-là s'inscrit directement dans l'esprit de notre plateforme politique qu'on a adoptée en novembre dernier. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mme Desforges pour qu'elle puisse s'entretenir avec vous des différentes pistes. Donc, la parole est à vous, Mme Desforges. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci aussi de l'invitation et d'être présent ce soir. Je suis toujours vraiment très heureuse là, quand on reçoit des invitations pour parler de ce sujet-là. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur beaucoup. Alors, je vais partager la présentation. Je vais faire la présentation d'un coup, mais je vous invite à retenir vos questions pour la fin. Puis aussi, simplement vous dire qu'à la fin, je vais partager aussi la présentation avec les organisateurs. Donc, après ça, il n'y a pas de problème là, pour la diffuser si vous le souhaitez. D'abord, un petit mot sur moi et sur la planète Saint-Vite en santé. Donc, dans la vie, moi, je suis orthophoniste. Je travaille au CIUS du Nord de l'île de Montréal dans un CLSC. Et dans mes temps libres, quand il y en a, je m'implique dans la planète Saint-Vite en santé pour justement, on est un mouvement là, qui regroupe tous les professionnels de la santé. Il y a déjà une association spécifique pour les médecins, mais nous, on essaie de rejoindre vraiment tout horizon, là, tout type d'emploi pour comment, en fait, rendre notre réseau plus durable et plus viable. Et aussi, là, ça va s'en venir dans les prochaines semaines, là, mais on va avoir vraiment une restructuration là, en profondeur, un nouveau nom et tout. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rester à l'affût. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment deux grosses parties à la présentation ce soir. La première, ça va être un petit peu de vous montrer, de vous expliquer, de jaser avec vous d'opportunités pour réduire l'impact du réseau, de savoir un petit peu, en fait, c'est quoi, c'est où les enjeux, puis comment est-ce qu'on peut tendre vers la carboneutralité. Et aussi, un petit peu de trouver à qui s'adresser, à qui parler dans les établissements de santé. Cette présentation-là, cette formation-là, j'en ai fait une version plus longue en décembre. Puis vraiment, pour vous donner juste une idée d'un petit peu d'où ça vient, c'est que moi-même, ça fait pas très, très longtemps que je suis employée du réseau de la santé. Ça fait un petit peu plus que 2 ans maintenant. Puis en arrivant tout de suite, je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir faire une différence. Mais très rapidement, on se rend compte que c'est gros. C'est gros les établissements de santé, c'est gros les CIUS. Et on sait comme pas trop par où partir. On sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire comme individu. Donc, c'est un petit peu de là que je suis partie. Puis, au travers de ma propre démarche et mes propres recherches, j'ai monté une formation là, pour un petit peu l'expliquer et inspirer d'autres personnes autour de moi qui voudraient s'impliquer. Je ne vais pas m'étendre très, très longtemps sur cette partie-là qui est un petit peu les changements climatiques et la santé, le lien entre les deux. Mais juste pour mettre la table pour qu'on soit comme au même niveau en partant, il y a comme deux côtés, là, deux volets. D'un côté, on sait, c'est documenté là, par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé lui-même, l'INSPQ, Santé Canada, vraiment des agences de partout dans le monde, que les changements climatiques, c'est avant tout une crise qui est sanitaire. C'est même reconnu là, par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la plus grande menace à la santé humaine. Et en même temps, on sait que c'est une menace aussi pour nos réseaux de santé de fournir des soins et des services. Et là, je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire avec la COVID. Je ne vais pas dire trop ce mot-là parce que je sais qu'on est tous un petit peu tannés de l'entendre, mais il y a vraiment énormément de parallèles à faire avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie, où d'une part, il y a une hausse de la demande, il y a plus de gens qui ont besoin d'avoir accès à des soins et des services, mais de l'autre côté, on a une diminution de la capacité du réseau à offrir ces services-là parce que les employés eux-mêmes sont affectés par ces catastrophes-là, par cet événement-là, et que ça vient un petit peu tirer trop de jus. Donc, il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, paradoxalement, le réseau lui-même, il contribue à exacerber les changements climatiques. Lui-même contribue, lui-même émet des GES et plus, c'est ça qu'on va discuter. Donc, d'une part, comme moi, quand je me suis mis à m'intéresser à ce sujet-là, ça m'a vraiment fait mal d'une certaine façon parce que je me suis dit, j'ai choisi les services sociaux parce que j'y tiens à la santé des gens, je veux contribuer à la santé des gens. Puis, je me rends compte que finalement, notre propre réseau
nuit à cette santé-là d'une certaine façon. Puis je vous mets une petite citation aussi, je vais la lire, c'est une traduction là, d'un document dont je vais vous parler par la suite, mais je pense que ça résume très bien l'idée, là. Le secteur de la santé contribue lui-même paradoxalement à ces problèmes de santé environnementale par les produits et technologies qu'il déploie, les ressources qu'il consomme, les déchets qu'il génère et les bâtiments qu'il construit et exploite. Le secteur de la santé est une source importante de pollution dans le monde et donc un contributeur non intentionnel aux tendances qui minent la santé publique. Donc, c'est vraiment ça l'idée ici et on va s'y attaquer directement. Petite parenthèse aussi, et pourtant, 13% seulement des CIS avaient entamé une démarche de développement durable en 2018. Ça, c'est tiré d'un document là, du ministère des Services sociaux là, qui est disponible publiquement. Il y a probablement eu une amélioration depuis. Il n'y a juste pas eu de nouvelles publications de ce côté-là. Puis, quand il parlait de démarche de développement durable, c'était pas juste d'avoir une politique de développement durable, c'était plus large que ça, mais quand même seulement 13%. Donc, on voit que il y a du chemin à faire. Et je pense que les syndicats aussi ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Alors, il est grand temps d'agir, mais comment? On y va. Bien, d'abord, mettre son énergie où ça compte. Puis là, c'est là qu'on la suite des diapositives, là, vous allez voir. Souvent, quand on commence à parler de développement durable, la première chose qui vient en tête dans la tête des gens, c'est des symboles, comme les pailles de plastique, les verres en styromousse. C'est ce genre de symboles très médiatisés dans les dernières années, là, puis on dit, on les voit, ils sont là dans notre visage. Puis oui, c'est vrai qu'il va falloir les éliminer, ces choses-là, mais est-ce que c'est vraiment ça qui crée le plus gros problème? Est-ce que c'est vraiment là le plus gros impact? Bien, souvent, non. Même si c'est symboliquement, on voudrait le voir disparaître, c'est pas ce qui crée le plus gros impact. Mais alors, qu'est-ce qui a le plus gros impact? Ben là, on a quand même énormément de recherches sur ce sujet-là. Moi-même, quand j'ai commencé mes démarches, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il y a vraiment des recherches là-dessus? Et finalement, j'ai été étonnée, même assommée par la quantité d'informations qui existent sur le sujet. C'est pas un manque de connaissances, c'est vraiment plus un manque de volonté d'aller de l'avant et de changer les choses. Puis un des autres gros freins dont je vais parler là, aussi dans la deuxième section, c'est l'intérêt, la motivation des personnes à s'impliquer puis à faire un changement parce qu'il y a vraiment des freins à tous les jours là, qui existent qui empêchent les individus qui, même s'ils sont intéressés, ils sont pas capables de se mettre en marche puis aller de l'avant. J'ai trouvé cette image-là sur le site de Synergie Santé Environnement. Je vais nommer plusieurs fois ce site-là, le Synergie Santé Environnement. Si jamais vous voulez aller le consulter, c'est fantastique. Cette image-là, c'est pas eux qui l'ont fait, mais elle est tirée de leur site. Puis elle montre un petit peu justement un établissement. Bon, là, moi-même, étant orthophoniste dans un CLSC, des fois, je suis un petit peu tannée de voir juste l'hôpital. Là, c'est très axé hôpital, mais on peut quand même faire les parallèles là, avec tous les établissements de la santé. Mais on voit que oui, il y a l'établissement, mais il s'inscrit vraiment dans son environnement, dans sa communauté. Surtout si en plus on pense aux services de première ligne là, qui sont des fois en contact avec le communautaire. Donc, ça va rejoindre beaucoup plus loin. Puis des fois, nous, on pense vraiment à la bâtisse, hein, au petit quadrilatère sur lequel se tient l'établissement. Mais il faut voir aussi tout ce qui vient autour quand on pense aux activités qui s'y prêtent. Donc, c'est pour ça que dans l'image, par exemple, on voit une ambulance, un autobus. Donc, il faut penser aussi aux transports, par exemple, qui vont venir avec ça. Transports de toutes sortes, là, on va en parler plus tard. Donc, et voilà. Donc, c'est pas juste le bâtiment comme tel, c'est beaucoup plus large. Un superbe document qui, malheureusement, n'est pas existant en français. Il est existant dans d'autres langues que l'anglais, mais pas le français. Mais si vous avez accès à l'anglais, je vous le recommande très fortement. C'est l'agenda de Global Green and Healthy Hospitals. C'est un document qui est vraiment bien vulgarisé, bien synthétisé, qui m'a beaucoup aidé encore une fois là, à monter cette présentation-ci. Puis c'est encore une fois disponible gratuitement sur le web, sur leur site web. Donc, vous pouvez le consulter. Puis ce qui est vraiment fantastique dans leur document, c'est qu'ils ont comme divisé en 10 points un petit peu les enjeux et les pistes de solutions pour atteindre la carboneutralité du réseau de la santé. Donc, je trouve que c'est très structurant, c'est très aidant. Donc, moi, je suis partie de ça. J'ai pris un petit peu de ce qu'eux ont dit, mais aussi de beaucoup d'autres ressources, mais en suivant un petit peu cette idée des 10 points-là. Je ne vais pas tous les aborder parce qu'il y en a que je me suis dit, bon, dans une présentation, c'est peut-être un peu trop intense et technique, mais il y en a quand même plusieurs d'entre eux là, dont on va parler. Le premier point, c'est la partie leadership.
Et en montant la présentation aujourd'hui pour la PTS, je me suis dit quelle belle occasion pour justement les syndicats, là, ce point-là, le point de leadership. Parce que même si ça semble être une action un peu indirecte, elle est ô combien importante. Premièrement, en termes de formation. Donc, j'ai trouvé plus des données du côté, encore une fois, des médecins, mais il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui nommaient, par exemple, avoir été très, très peu formés au cours de leur parcours professionnel, là, tant à l'université qu'après en formation continue, sur les impacts des changements climatiques sur la santé. Donc, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de connaissances, il n'y a pas beaucoup de formation. Puis, même au sein là, des établissements de santé, ben, c'est sûr que là, je parle de juste mon expérience à moi, là, mais il n'y a jamais, on nous propose des fois des formations, mais je ne vois jamais passer des formations sur ces sujets-là, des ateliers sur ces sujets-là. Alors que pourtant, ça va être vraiment quelque chose qui va toucher tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, le manque de formation ici est vraiment criant. Donc, tout ce qui peut être justement d'offrir des formations, mais aussi faire des campagnes de sensibilisation, par exemple, c'est important, même si des fois, bon, on se dit, ah, OK, notre campagne de sensibilisation, mais sinon, on n'arrive pas à rejoindre non plus les gens puis à leur donner ne serait-ce que l'information sur le sujet. Aussi, la promotion des initiatives. Moi-même, je vais revenir plus tard sur ça, mais je me suis impliquée un peu dans mon établissement. Puis, en fouillant, en grattant, je me suis rendu compte finalement, il y a plein de projets qui sont en place, souvent montés par des individus eux-mêmes, mais on les voit peu. On ne sait pas qui sont là. Alors que justement, de faire la promotion des initiatives, mais ça va motiver d'autres personnes à embarquer puis à eux-mêmes mettre l'épaule à la roue. Aussi, la recherche, on s'entend, bon, ben, c'est pas tous les établissements au Québec, là, mais entre autres, moi, je suis le CIUS, là, le U, donc ça implique des partenariats avec les universités et faire de la recherche. Donc aussi, d'entretenir, d'avoir du leadership par rapport à demander, favoriser la recherche sur le sujet, je pense que c'est important. Les politiques, les ressources dédiées, moi j'entends quand vous avez dit tantôt là, votre bon, j'ai pas le terme exact, là, mais plan politique ou démarche politique, mais encore une fois, c'est souvent là que le bas blesse. Il y a des belles intentions, mais tant que c'est pas couché sur papier, tant qu'il n'y a pas des ressources dédiées à ça, ben les grands changements d'envergure au niveau institutionnel, ça va être difficile de les atteindre. Donc, de pousser pour ça, de demander pour ça, c'est faire preuve de leadership. Et évidemment, la communication avec la communauté, encore une fois, on est là d'abord et avant tout pour répondre aux besoins de nos communautés. Donc, on peut aussi les impliquer dans nos projets, dans nos initiatives. Donc, ça paraît un petit peu moins concret, celui-là, mais en même temps, je pense que ici, je m'adresse à des gens qui connaissent justement la portée de ces actions-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle à prendre si on veut faire le changement. Il faut en parler d'abord, s'adresser aux gens, leur communiquer les enjeux, puis pas hésiter aussi à s'adresser à des instances de plus haut niveau. Le deuxième point, et là, c'est un petit peu le cœur du problème, les déchets. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les déchets. Il pourrait y avoir une rencontre complète juste sur les déchets, mais je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel. Bon, premièrement, malgré des activités des fois médicales, il y a beaucoup de déchets qui sont des déchets réguliers. C'est pas parce qu'on travaille dans un CLSC, un CHSLD ou un hôpital que tous les déchets sont contaminés, radioactifs ou je sais pas quoi, puis qu'on peut pas les trier et les mettre à la bonne place. Donc ça, déjà, il faut le savoir. Puis, des fois, quand on voit ça, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui rend ça compliqué? Qu'est-ce qui rend ça compliqué? Puis là, il y a beaucoup de choses qui rendent ça compliqué, la gestion des déchets. D'abord, puis là, moi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont essayé, dont une pharmacienne au 6 des Laurentides, là, qui a vraiment essayé d'implanter le compost dans son établissement. Mais c'est que souvent, on pense comme au bac. Il faut qu'il y ait un bac. Puis oui, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un bac. Mais il faut aussi qu'il y ait un contrat avec la municipalité pour qu'eux viennent récupérer le bac puis l'emmènent dans un centre de compost. Il faut aussi qu'il y ait un endroit pour entreposer ce bac-là. Parce que le compost, l'été, moi, ça, c'est un des freins justement dans mon établissement. Ils disent on peut pas juste le mettre à l'extérieur avec la chaleur, ça va attirer la vermine. Puis on est quand même un établissement de santé, on voudrait pas que ça rentre. Bon, je comprends. Donc, il faut aussi des endroits pour les entreposer. Et outre le bac, ben, il faut que les gens les mettent les choses à la bonne place. Après ça, peut-être que ton bac, il y a un certain endroit, mais c'est pas l'endroit où il y a de la collecte. Fait qu'il faut qu'il y ait des employés de l'entretien qui prennent ces bacs-là puis qui les acheminent à la bonne place. Donc, quand on fait tout le trajet comme ça du déchet, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes et il y a beaucoup d'étapes où ça peut pas bien aller. C'est ça qui rend ça compliqué puis qui rend ça un petit peu difficile pour un seul individu de dire moi je vais comme l'implanter.
C'est possible, mais ça demande beaucoup de persévérance et de motivation. La pharmacienne en question là, avec qui je suis en contact, ça fait au-dessus d'un an qu'elle travaille sur ça, puis elle a elle-même essayé de faire des démarches auprès de la municipalité et tout ça, donc quand même un grand investissement de temps. Mais c'est possible, évidemment, ça reste du domaine du possible. Puis aussi, des fois, on pense beaucoup au compost, puis c'est vrai, là, mais une des choses qui m'a intéressée, comme je travaille dans un CLSC, ça aussi, c'est tiré là, du site de Synergie Santé Environnement qui ont fait beaucoup d'analyses détaillées là, sur les déchets de plusieurs établissements de santé et services sociaux. Puis, on voit qu'ils ont fait, j'aime ça parce qu'ils ont comme classé ça par type un petit peu d'établissement, puis par type de déchets. Puis, on voit, par exemple, là, pour un CLSC, la principale source de déchets, c'est le papier. Et moi, je me sens directement concernée parce que, combien de papier on passe tous les jours et ça m'horripile. Donc, et d'ailleurs, j'avais trouvé justement une analyse complète de Synergie Santé Environnement sur mon CLSC, donc j'étais vraiment contente. Puis, non seulement le papier, c'est la plus grande source de déchets, mais une des choses qui relevait, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de déchets qui ne se ramassaient pas dans les bons bacs. Donc, on revient à la sensibilisation, hein, encore une fois, là. C'est bien beau mettre un bac, c'est bien beau mettre une affiche, c'est bien beau avoir fait toute la partie. Si à la base, les gens ne mettent pas les choses à la bonne place, bien, ça contamine tout le reste du bac, puis c'est foutu. Donc, ça, c'est un des gros défis. Aussi, mais ça arrive dans le diapo, j'y arrive après. Mais bon, j'aimais ça vraiment, celui-là, parce qu'on voyait qu'il y a quand même du potentiel à aller chercher dans plusieurs types de déchets. Puis on voit aussi un petit peu où on n'a pas forcément besoin de mettre toute notre énergie, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de déchets de ce type. Puis pour rester sur le papier, quand on pense aux déchets de papier, moi, à qui veut bien m'entendre, je le dis, là, mais une des raisons pourquoi on imprime tant de papier que ça, c'est pas parce que les gens, ils se disent, moi, je m'en fous de l'environnement puis j'imprime plein de papier. C'est parce que nos processus des archives font en sorte qu'on peut pas leur envoyer un document PDF par courriel pour qu'ils le déposent au dossier de l'usager. Il faut qu'on l'imprime, qu'on leur achemine, puis après ça, eux le numérisent, ils le déposent dans le dossier de l'usager. Ce qui est complètement ridicule. Je vois quelqu'un qui se tient la tête. Oui, c'est ma réaction à tous les jours. Alors, même si je me dis, le problème, c'est même pas les bacs, c'est même pas la sensibilisation, c'est les archives. Fait que, tu sais, quand je vous dis, des fois, les problèmes, ils sont pas où on pense. Mais voilà, c'est ça. En tout cas, moi, je travaille fort pour faire changer ça dans mon établissement. Je vais donner quelques exemples au niveau des déchets, des exemples inspirants là, que j'ai vus dans des conférences. Premièrement, aussi, c'est de l'Outaouais, qu'on parlait de compostage, bien, eux, justement, de par le fait que c'était compliqué un petit peu d'entreposer des si gros volumes, ça pue, on va se dire, c'est lourd aussi à transporter pour les employés. Ils ont fait l'acquisition, après avoir vraiment fait une étude de cas, d'un appareil digesteur aérobie. Donc, c'est comme une machine, ils mettaient leurs choses dedans, puis il y a des bactéries là-dedans, puis ça défait toute la nourriture, puis ça sort comme une espèce ça ressemble à de la terre, un petit peu séchée, là, à l'autre bout. Puis après ça peut directement être utilisé, par exemple, on peut l'utiliser dans des champs là, un peu comme du compost. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Puis eux, ils ont fait de l'analyse dans leur établissement, puis ils se sont dit, ah oui, ça fonctionne bien pour nous. Puis ils l'ont mis en place et donc, ils ont pu finalement gérer de façon appropriée leurs déchets organiques. Puis, ce que j'aimais, c'est que quand j'écoutais la présentatrice, elle avait quelques conseils qui ont fait en sorte que ça fonctionne bien, son projet. Puis ça m'a beaucoup rejoint parce qu'elle disait consulter les employés au préalable pour le choix d'équipement, l'organisation de l'espace. Puis ça, je pense que des fois, c'est aussi des choses qui vont un peu trop vite. Même si on a des bonnes intentions, on se dit, ah, OK, on applique cette méthode-là. Oui, mais est-ce que ça s'applique à tes employés? Est-ce qu'eux, ils pensent que c'est une bonne solution? Puis, là, elle, c'est dans un contexte d'une cuisine, là, dans un établissement. Mais justement, de leur demander, mais où ça va être pratique de la mettre, la machine? T'sais, elle a consulté elle-même les employés pour qu'eux participent au processus. Fait que non seulement c'était plus adapté à leur réalité, mais en plus, ils étaient déjà plus impliqués puis plus enthousiastes de le faire parce qu'on leur a demandé le reste. Puis elle a aussi insisté sur le fait, on revient au point 1 de leadership, mais de former les gens à savoir comment utiliser les choses, puis mettre des rappels visuels, le faire avec eux pour qu'ils se sentent compétents après ça quand ils l'utilisent. Un autre exemple inspirant, c'est aussi des Laurentides. Donc, il fallait changer des appareils. Puis là, c'était quelqu'un du service technique qui a fait le projet.
Puis, il a acheté une grosse machine de désinfection par micro-ondes à la place des autoclaves. Puis ça, c'était une première, je pense, en Amérique du Nord, il me semble qu'il avait dit ça. Puis ça permet de désinfecter sans abîmer la matière. Donc, après ça, la matière, elle peut être recyclée et revalorisée, ce qui était comme vraiment super. Puis quand on voit les chiffres, là, c'est vraiment à tomber par terre, là, mais déjà, en 7 ans, c'était rentable économiquement. Puis 250 tonnes de déchets par année. C'est fou, 250 tonnes de déchets par année là, qui n'ont pas été enfouis, juste parce que cette personne-là s'est donné la peine de trouver une machine qui allait fonctionner pour son établissement puis pousser son projet jusqu'au bout. Et là, c'est les conseils justement que lui disait, arriver avec un projet clé en main puis démontrer la rentabilité. C'était une personne un peu j'aime des services techniques aussi. Là, je pense qu'il avait déjà un background qui lui permettait de faire ça. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Mais quand même, c'est des conseils qui sont intéressants. Donc, un dernier exemple là, inspirant déjà en place au Québec, c'est au CIUS de l'Est de Montréal. Donc, eux, ils ont fait en fait un programme de retraitement des dispositifs médicaux. Donc, plusieurs équipements qui étaient utilisés dans des chirurgies, par exemple, qui sont désinfectés et réutilisés. Des fois, pas à l'infini, mais au moins quelques fois. Ce qui fait quand même que c'est 300 livres par mois de matériel médical qui est détourné de l'enfouissement. Puis, quand j'écoutais cette présentatrice-là, elle disait que un des défis, ça revient encore à notre point de leadership, c'était de rassurer le personnel puis les mobiliser dans la collecte, de mettre les choses au bon endroit. Ça a été vraiment ça son plus grand défi à elle, en plus de coordonner évidemment les diverses directions qui devaient être impliquées dans ce changement-là, parce que ça demandait aussi de changer des contrats avec des fournisseurs et tout ça, donc c'était quand même compliqué à ce niveau-là. Si jamais vous voulez en avoir d'autres, des exemples inspirants, encore une fois, il y en a plusieurs qui sont présentés sur le site de climat là, de Synergie Santé Environnement. Puis, bon, des fois, des petites statistiques qui nous font quand même du bien, là, mais c'est une amie à moi qui m'avait montré ça, mais d'un de ses livres. Puis, il faut des fois juste un petit pourcentage de la population qui se mobilise pour vraiment que la roue parte et qu'on crée du changement. Donc, quand moi, je vois ces exemples-là qui étaient surtout quelques individus, en fait, qui ont fait de la différence, je trouve que c'est motivant. Encore une petite fin de sujet sur les déchets, mais le témoignage de Vanessa, qui est une infirmière, elle a vraiment fait beaucoup de choses là, pour gérer tous les déchets sur son unité. Puis, une chose, en fait, que je voulais dire, c'est ça que tantôt que je disais, là, il faut que ce soit facile pour les gens. Donc, elle, avant de juste dire, OK, on va mettre des bacs pour les bonnes affaires, ben, elle m'expliquait qu'elle a vraiment pensé à comme, OK, quand la personne rentre dans la chambre du patient, puis là, elle a ce stock-là, elle a fini son geste, peu importe, avec cet équipement-là, là, dans ses mains, ben, où ce serait facile qu'elle puisse s'en débarrasser à la bonne place. C'était à ce niveau-là qu'elle a fait l'effort pour s'assurer que les gens embarquent et que ce ne soit pas une tâche de plus. Aussi, se faire des alliés. Hein, donc, elle avait beaucoup travaillé sur tisser des liens, des contacts avec les gens d'entretien, par exemple, parce qu'elle s'est dit, ben, si moi, c'est bien beau, je mets mes bacs et mes affaires, mais après ça, si les gens d'entretien, ils passent puis qu'ils mettent tout ça dans un gros sac puis qu'ils l'emmènent au vidange, on a encore tout fait ça pour rien. Voilà. Donc, ben, c'est ça. Pour les déchets, juste pour finir, l'objectif, c'est d'envoyer le moins de déchets possible au site d'enfouissement. Puis pour ça, ben, il y a comme beaucoup d'étapes à considérer, mais c'est faisable. Prochain point, les transports. Là, encore une fois, c'est pas une chose qu'on pense tout de suite quand on pense à forcément l'empreinte environnementale du réseau, mais il y a le transport des employés qui doivent se rendre, le transport des usagers qui viennent pour recevoir des soins et des services, et le transport de tous les matériaux, les échantillons et même les déchets. Donc, finalement, ça fait bien des transports. Puis, une chose qui est intéressante, c'est que quand on pense surtout au transport actif, il y a le transport en commun qui est vraiment une chouette avenue, mais quand on pense aussi au transport actif, c'est que non seulement on fait qu'il y a moins de gaz à effet de serre qui sont émis, mais on a aussi un bienfait sur la santé physique et psychologique des gens. Donc, ça, c'est vraiment comme une pierre deux coups, là, le transport. Puis, des fois, je pense que c'est ici, là. Des fois, encore une fois, les enjeux avec le transport, c'est pas ceux qu'on pense. Comme moi, par exemple, dans mon CIUS, ils ont fait une grosse étude sur la mobilité pour voir un petit peu qu'est-ce qui, justement, limitait l'utilisation du vélo, du transport en commun. Puis, c'est pas juste une question de piste cyclable. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que ça va être juste une question de piste cyclable. Mais en fait, une des choses qui était ressortie, par exemple, des employés qui ont dit, je suis en train de brancher mon ordinateur, désolé, c'est que le fait de ne pas avoir de douche sur place, surtout pour l'été, ça faisait que ça les décourageait de venir à vélo parce qu'ils ne pouvaient pas justement prendre une douche ou avoir un espace pour se changer au travail. Donc,
finalement, tu te dis, bon, c'est pas comme ça que j'aurais cru qu'il fallait encourager les gens en mettant des douches, mais peut-être que c'est ça le problème. Puis une autre chose aussi qui revenait, puis ça, je pense que ça peut être intéressant là, d'un point de vue, euh, ben, peut-être revendication ou je sais pas, là, mais par exemple, pour les déplacements pendant le travail, là, sur les heures de travail, ben, il y a des employés qui disent, ben, moi, j'irais bien en autobus parce que c'est pas si loin que ça, ou j'irais bien en vélo, mais le fait que la voiture est comme plus rapide, ben, ça fait que je perds moins de temps pour travailler. Si j'y vais en transport en commun, j'aime me le faire reprocher, d'avoir pris plus de temps finalement de déplacement, puis j'ai pas pu avancer assez mes affaires. Aussi, comme dans mon site, j'ai découvert ça, que si la personne se déplaçait en voiture, elle était dédommagée, elle était remboursée dans son compte de dépenses. Mais si elle allait en transport en commun, mais on remboursait pas ses billets d'autobus. Donc, tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça, mais qui, au final, découragent les gens d'utiliser d'autres moyens. Évidemment aussi, ben, les sports à vélo. Puis là, les sports à vélo, moi, j'ai demandé justement qu'on installe un nouveau sport à vélo à mon CLSC parce qu'il était plein. Et encore une fois, j'ai fait la demande, puis ils ont installé le modèle qu'on avait dit qu'on voulait pas parce que les roues de vélo passaient pas bien dedans. Puis ils l'ont mis comme super loin de la porte. Fait que finalement, il fallait comme marcher longtemps avec notre stock de vélo. Donc, c'est ça. C'est toute la roue là, qui doit être un petit peu bien vidée. Mais c'est une des choses qu'il faut considérer. Aussi, une des choses qui font vraiment peur aux gens, des fois, ben vraiment peur, je l'ai dit même, mais une des choses qui font détourner les gens du transport actif, c'est qu'ils se disent, ah, si j'ai une urgence, surtout les gens qui ont des enfants, là, s'il y a une urgence ou quelque chose, j'ai pas le temps de retourner assez vite, par exemple, à l'école, tout ça. Donc, des incitatifs, par exemple, de l'employeur de dire, ben, si tu viens en transport en commun ou en transport actif, mais que tu as une urgence, on peut de temps en temps te dépanner avec des billets de taxi, par exemple. Ça pourrait être une option qui favoriserait aussi l'application, la mobilisation des gens en transport. Et on a bien évidemment le télétravail. Pas besoin d'aller vraiment en plus en détail là-dessus, mais le simple fait qu'on n'ait jamais à se déplacer à l'établissement, ben, c'est un transport de moins, autant pour les usagers que les employés. Prochain point, l'alimentation. Donc, je vous parle d'une initiative qui a été faite à l'hôpital Notre-Dame. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais comme waouh, 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 waouh. Je pense que tout ce qu'on veut, toutes les cases, on peut les cocher dans ce projet-là, c'est fantastique. Pourquoi l'alimentation? Ben, encore une fois, oui, il y a l'aspect du compost là, après les déchets, mais en soi, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? Ça a un gros impact sur l'environnement. Et le gaspillage alimentaire aussi qui en découle, c'est énorme. Donc, de le choisir les menus avec soin, c'est une initiative qui a été faite par, entre autres, une nutritionniste, je pense, une diététiste là-dedans, mais aussi d'autres personnes qui ont élaboré toutes sortes de menus faits pour, par exemple, les CHSLD et qui vont réduire, en fait, évidemment, la consommation de viande, surtout de viande rouge, mais qui vont rester appétissantes et aimées par les gens qui vont consommer ces repas-là. Parce que tu as beau faire le plus beau repas, ben, t'as beau faire un repas, je veux dire, pas de viande ou végétarien ou végétalien, si finalement les gens l'aiment pas, puis ils ne mangent pas, puis ils le jettent, ça ne servi à rien, encore une fois. Donc, si jamais c'est une avenue ou un sujet qui vous intéresse, ils ont un super site web avec un guide clé en main, là, c'est magnifique. Vous pouvez aller consulter ça. Puis, la couche de la petite cerise sur le Sunday de leur projet, c'est qu'il y avait aussi des cartes qui donnaient, par exemple, à des travailleurs sociaux, qui, eux, pouvaient donner à des usagers en position de vulnérabilité alimentaire, par exemple, ou des moments où c'était plus difficile pour eux dans la vie. Puis, les gens pouvaient aller à la cafétéria de l'hôpital avec leur carte, puis avoir un repas qu'ils pouvaient emmener à la maison ou consommer sur place. Donc, non seulement on voit la portion un petit peu environnement, santé physique et psychologique de qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, mais il y a aussi toute la partie sociale derrière ça qui était de profiter du fait que l'hôpital a maintenant une cafétéria très chouette pour redonner à la communauté et en faire profiter les gens justement sur le territoire. Donc ça, c'était vraiment super bien. Puis une des citations là, justement de leur document qui explique l'idée, là. Mais chaque repas servi a des impacts sur la santé et le bien-être des usagers, mais aussi sur l'environnement et l'économie locale. Ensemble, faisons des choix alimentaires durables pour opérer le changement. Tous les ans, le système de santé canadien consacre 4 milliards de dollars à la nourriture. Pourtant, on estime que la moitié des repas finit à la poubelle. Prenons les moyens de réduire le gaspillage alimentaire, une assiette à la fin.
Il existe aussi même des organismes là, qui peuvent aller venir chercher les restants des cafétérias puis les emmener dans des organismes communautaires. Donc ça, c'est une autre façon aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, jusqu'à la cafétéria, jusqu'à qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, là, c'est toutes des actions qu'on peut avoir parce que c'est tellement un gros volume dans nos établissements pour les employés. Tu sais, si on pense, ben moi, c'est sûr que je connais plus ça à Montréal, là, mais je pense aux grands établissements de santé à Montréal, c'est les cafétérias qui desservent des milliers de personnes à chaque jour. Donc, si eux changent leurs habitudes, eux changent leur menu, ça a un énorme impact. Dans les deux derniers points là, dont je vais parler, bon, il y a les médicaments. Ça, je pense que je l'avais mis surtout parce qu'il y avait des infirmières aussi, des médecins qui étaient à capacité. C'est un peu moins des titres d'emploi, je pense, qui sont ici. Quoique, je ne sais plus si la PTS représente des inhalothérapeutes. Mais rapidement, bon, il y a les médicaments, il y a, oui, genre les bouteilles et tout ça, là, mais il y a aussi les médicaments en soi. Ils n'ont pas tous la même empreinte environnementale, surtout quand on vient au gaz anesthésiant. Donc, il existe déjà des guides, encore une fois, l'information, elle est existante. Il existe déjà des guides et des médecins et des infirmières et des inhalothérapeutes qui sont penchés sur ça puis qui ont déjà fait des listes de produits qui sont moins nocifs et qui ont pourtant le même bienfait médical. Ce dont je pourrais absolument pas juger, c'est pas mon métier, mais ça existe et c'est fait par des personnes qui s'y connaissent. Les bâtiments, là, évidemment, j'ai mis des photos ben, ça, c'est le CHUM, là. Mais l'autre à côté, c'est celui qui va être construit, je pense à Vaudreuil, dans la région de Vaudreuil. Il y a évidemment, quand on pense au bâtiment, là, les aspects de conception du bâtiment lui-même, là. Je suis pas architecte, je suis pas ingénieur, je suis pas dans ces eaux-là, mais il y a quand même du travail à faire. Puis pourquoi je l'ai mis, c'est que je tiens à souligner que dans les dernières grosses constructions qu'il y a eu au Québec, il y a eu ce souci-là. Donc, ils sont allés chercher, moi j'ai vu des conférenciers là, du CHUM puis de cet hôpital-là qui va être construit à Vaudreuil. Il y a vraiment eu ce souci-là dans la conception du bâtiment, d'aller évidemment chercher le plus au niveau de l'énergie, de l'eau, de la lumière naturelle, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est la bonne avenue. Puis à plus petite échelle, ça, c'est un de mes projets cette année. Chaque bâtiment, même si c'est plus petit, là, comme moi je pense à mon CLSC, ben, il y a quand même un stationnement. Puis surtout quand on est en milieu urbain, ben, ça contribue à faire des îlots de chaleur. Et ça, évidemment, ben, il y a une grosse documentation sur pourquoi les îlots de chaleur, ça vient nuire à la santé et comment ça va être nettement exacerbé par les changements climatiques. Et il y a moyen de construire ou d'aménager ce stationnement-là ou le terrain physique, là, justement le petit quadrilatère sur lequel on se trouve, pour planter des arbres, planter des arbustes et tout ça, qui vont pouvoir réduire l'impact de ça, amener à retenir plus l'eau aussi et réduire les îlots de chaleur. On en a beaucoup des bâtiments, le réseau de la santé et des services sociaux. À travers tout le Québec, là, c'est d'énormes terrains qui sont pris par nos établissements. Donc, si on utilise ces terrains-là pour planter des arbres, pour réduire ces effets-là, bien ça, c'est tout le monde qui en bénéficie, c'est toute la communauté. Puis même ces terrains-là, on peut aller plus loin, puis on peut aussi les partager avec la communauté, c'est possible des fois. À l'hôpital Rivière-des-Prairies, encore une fois, dans mon établissement, il y a un projet de jardin communautaire qui a été fait, qui est sur le terrain de l'hôpital et que les gens de la communauté peuvent venir et participer à ce jardin communautaire-là. Ça a été fait par des employés aussi, dont des personnes de la PTS. J'ai d'ailleurs donné des noms récemment. Donc, on voit que le terrain physique peut être investi, peut être pris pour aider à réduire, encore une fois, notre impact et en faire profiter tout le monde. Moi, je suis quand même chanceuse où je suis. Il y a quand même des arbres autour de mon CLSC, mais j'ai envie d'en planter d'autres. C'est un petit projet que j'ai cette année. On va voir si ça se réalise. Donc, voilà. Puis les arbres, encore une fois, je vais pas m'étendre. On pourrait faire 4 heures à juste parler de à quel point les arbres, c'est important et ça va aider tout le monde. Mais si ça vous parle, je vous invite et je vous encourage très fortement à planter des arbres. Dernière chose sur ça, d'ailleurs, le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, on fait un partenariat avec Severdi, qui est une compagnie, ben, je dis compagnie, mais c'est peut-être pas exactement le bon titre, là, mais qui justement ont accompagné l'établissement et ont planté avec l'établissement 2500 arbres là, dans les 2 dernières années sur les terrains du CIUS de l'île de Montréal, du Centre-Sud, pas les confondre. Donc, eux, ils l'ont fait, ils ont investi leur terrain là, pour planter des arbres et réduire l'asphalte.
Donc, ça conclut un petit peu. J'ai été quand même rapidement, mais j'espère que vous avez noté des questions. Il y a certains points que je n'ai pas non plus abordés dans sa présentation, mais si ça vous intéresse, de toute façon, j'ai fait un guide de ressources qui reprend les différents points, là, les 10 points ici, avec des ressources que vous pouvez, là, c'est cliquable, là, on arrive directement sur la page web concernée, là. Donc, s'il y a un des points en particulier qui vous a interpellé, bien, vous pourrez aller consulter les ressources plus détaillées. Et un mot sur la décroissance. Là, j'ai fait exprès de mettre ce mot-là parce que je sais qu'il est quand même, c'est un mot chargé. Mais je pense que c'est très important d'en parler. Et surtout, pourquoi? Parce que ça passe par la prévention. Et ça, pour moi, comme personne qui travaille en première ligne, ça me rejoint particulièrement. Je pense qu'il y a beaucoup de titres d'emploi là, qui sont représentés par la PTS qui travaillent quand même en première ligne ou qui, du moins, de proche ou de loin dans la prévention. C'est bien beau d'avoir nos gros hôpitaux nord-américains avec des soins tertiaires ultra spécialisés qui vont guérir tout. C'est très chouette. Mais si à la base, quelqu'un a juste pas à aller à l'hôpital, a pas à aller au CLSC, a pas à aller au CHSLD, parce que, ben, c'est pas toujours possible, je le sais, là, mais quand c'est possible, parce qu'on a fait de la prévention, ben, c'est toutes ces ressources-là que finalement, on n'a pas eu à utiliser. Et ça fait vraiment, vraiment moins sexy que de dire on a éliminé 250 tonnes de déchets qui sont pas allés à l'enfouissement. Mais finalement, si chaque personne, on aide d'autres personnes à pas avoir besoin d'aller utiliser ces soins et services-là, ben, on a vraiment sauvé beaucoup de ressources qui n'ont pas été utilisées. Donc, dans cette perspective-là, puis je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, là, mais la prévention, c'est pas la chose la plus investie, la plus médiatisée, la plus financée. Et pourtant, ça sauve après beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, un des discours là, auquel il faut commencer à s'attarder, surtout quand on voit encore une fois les liens avec la COVID, la pandémie sont tellement nombreux, là. On voit à quel point les listes d'attente en chirurgie, par exemple, j'en parlais encore ce matin à la radio, là, ont tellement augmenté, tellement de gens en attente. C'est sûr qu'il y en a qui en auront besoin, c'est sûr. Mais s'il y avait des choses qui étaient évitables, qui étaient prévenables, ben, on n'en aurait pas eu besoin non plus. Donc, en bref, les voies d'action sont vraiment multiples. Comme vous voyez, le réseau il pollue de vraiment beaucoup de façons. Donc, ça nous laisse vraiment beaucoup de façons d'attaquer le problème. Puis surtout, ça, c'est un message, je pense que je veux marteler plus, là. On n'a pas besoin d'être un expert ou une experte. Moi, j'avais un intérêt pour ça, fait que j'ai investi comme beaucoup de temps à me renseigner et apprendre des choses là-dessus. Mais on n'a pas besoin de se sentir comme étant la personne qui connaît tout sur le sujet pour aller en parler puis pour essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut, même si ça prend juste de la volonté. C'est pas une question à la base de connaissances. Puis le guide des ressources, comme je dis, j'ai aussi le partager là, aux organisateurs s'ils veulent le diffuser après. Si jamais il y a un des points qui vous intéresse, vous pouvez en apprendre plus. Deuxième petite section, je regarde l'heure. J'en ai pour un petit 5 minutes encore. 5-10 minutes. C'est bon? Bon, trouver s'adresser aux bonnes instances. Donc, comme j'ai dit, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, ben, à qui je m'en vais parler dans mon géant CIUS? Qui s'occupe de ça, le développement durable? Fait que je vous montre en rafale un petit peu des idées là, vers qui vous pouvez vous tourner. Je pense que ça peut être intéressant autant pour des individus, par exemple, qui pourraient approcher les gens du syndicat pour demander l'information, pour les référer, mais aussi pour vous-même là, pouvoir adresser la parole aux bonnes personnes. Donc, d'abord, il faut savoir que chaque CCCIUS, depuis 2019, c'est obligatoire. Ils doivent avoir un comité de développement durable. Ça, c'est sûr qu'il y en a un. Il faut le trouver. C'est pas facile, par exemple. Non, des fois, c'est facile, mais des fois, c'est pas facile. Pour vous donner des pistes, si jamais vous voulez les chercher dans votre établissement, c'est souvent composé de vraiment des personnes de plusieurs directions, mais dont des représentants professionnels, là, donc conseillers médecins, pharmaciens ou conseil multidisciplinaire. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à le trouver via le conseil multidisciplinaire parce qu'étant professionnel de la santé, j'étais comme déjà représentée un peu par eux. Donc, on peut approcher ça. Puis sinon, ben, services techniques, bâtiments, si on cherche de ce côté-là, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un là-dedans dans le comité de développement durable. C'est sûr que les comités de développement durable, souvent, ils ont peu de pouvoir décisionnel, mais c'est quand même l'endroit où souvent ils planifient un petit peu les projets, puis ils ont aussi beaucoup de connexions là, avec d'autres branches là, de l'organigramme. Donc, ça, c'est sûr que c'est un must de les trouver.
Il existe des fois des comités verts aussi. Mais là, je n'ai pas listé, mais ça dépend de chaque coin là, du Québec. Mais ça peut être par des employés, ça peut être par l'établissement. Ça peut exister, là. Donc, peut-être à travers les pages Facebook d'employés, par exemple, ou des affiches, des affichages dans le bâtiment, on pourrait peut-être en trouver. Aussi, ça, c'est une personne quand même vraiment intéressante à trouver, là, que moi, d'ailleurs, je vais chercher. Le gestionnaire de site. Maintenant, au Québec, il doit avoir une personne en charge de chaque bâtiment. Donc, chaque 4 murs là, qui forment un bâtiment quadrilatère, là, il y a une personne qui est en charge de ça. Ça s'appelle souvent le gestionnaire de site. Ça, c'est vraiment pratique si justement on a une idée de projet qui vient utiliser le terrain, de trouver cette personne-là. Puis, c'est pas forcément que c'est elle qui doit nous donner son OK. C'est juste que c'est peut-être elle qui peut nous dire, ouais, non, là, il y a une conduite d'eau ou non, là, il y a une conduite de gaz. Fait que c'est pas une bonne idée si tu essaies de planter un arbre. Donc, à trouver, si jamais vous avez surtout une idée ou quelque chose de vraiment au niveau de terrain, le gestionnaire de site peut être une bonne ressource. Aussi, chaque CCCIUS a un responsable de développement durable. Là, il y a vraiment des variabilités. OK? Il y a 3 ou 4 établissements, différents CCCIUS, là, que c'est une personne dont c'est le travail à temps plein. Mais tous les autres, c'est une personne à qui ça vient s'ajouter à sa tâche existante. Fait que ça, déjà, en soi, c'est un problème parce que c'est comme le petit extra qu'il doit faire et c'est pas son travail comme tel. Fait que si c'est ça dans votre établissement, mais on peut chercher du côté, justement, encore une fois, des services techniques. Là, ça va souvent être une personne des services techniques. De l'entretien, peut-être. Peut-être, on m'a déjà dit aussi, des fois, il y a un service qui s'appelle hôtellerie. Ça peut être là. Mais ça, c'est la personne vraiment qui est en lien avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour ce qui est de tout ce qui est développement durable. Donc, ça peut être une bonne idée de les trouver. Ça se peut qu'il y ait une adresse courriel dédiée, mais pas toujours. Et aussi le service de promotion et prévention de la santé. On m'a fait, déjà, m'ont dit qu'ils peuvent avoir des fois des volets là, comme promotion de la santé, saines habitudes de vie qui peuvent regrouper des projets développement durable, notamment ce qui a trait à la mobilité, l'activité physique, les transports collectifs. Donc, ça aussi, ça peut être une avenue à chercher. Puis, moi, j'ai parlé à une personne qui est responsable du développement durable. Elle, c'est son travail. C'est une des 3-4 là, dont c'est la tâche à temps plein. Puis, elle était vraiment, vraiment généreuse de son temps. Là. Elle m'a parlé très longuement. Puis moi, j'ai posé plein de questions, là. Puis j'ai dit, bon, première des choses, est-ce que c'est correct d'interpeller directement le responsable de développement durable, même quand c'est pas justement genre sa tâche à temps plein? C'est quand c'est comme le directeur des services techniques, là, que c'est comme un titre un peu intimidant. Puis elle m'a dit, oui, tout à fait. Écrivez-leur. Ça fait partie de leur travail. La très grande majorité, elle les connaît, là, elle les voit, là, elle leur parle. La très grande majorité, ils vont être contents que les gens leur écrivent. Ils vont être contents de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur établissement, que les gens ils ont un intérêt pour ça. Donc, faut pas s'empêcher de vraiment les interpeller directement. Elle a conseillé aussi de fortement demander et encourager l'établissement à avoir une adresse de courriel dédiée, genre comité développement durable ou quelque chose comme ça, justement pour que ce soit facile pour les employés de pouvoir communiquer avec eux et rendre ça un petit peu aussi moins personnel, là, le fait que ce soit une adresse comme dédiée pour ça. Demander aussi à ce que les initiatives rayonnent davantage. Ça revient tantôt à ce que j'ai dit. Puis aussi, moi, justement, j'arrivais un petit peu avec l'idée de les gens, ils vont être fâchés peut-être si on leur écrit. Mais elle était comme non, 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 écrivez-leur parce que si personne leur écrit, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, puis ils savent pas c'est quoi les envies de projet là, des gens, les intérêts des employés, les soucis des employés aussi dans l'établissement. Donc, c'est bien d'aller leur écrire. Puis là, j'ai demandé, OK, mais mettons, moi, là, je veux contacter mon responsable de développement durable parce que je veux faire un projet, là, peu importe c'est quoi. Comme c'est quoi les points clés, là? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille? Puis elle me dit, c'est sûr que si on montre qu'on est plusieurs à vouloir voir naître le projet, ça va être vraiment un avantage. Fait que si, par exemple, on a déjà fait un petit sondage ou une petite liste de signatures de personnes intéressées, ça va nous donner du poids. Elle disait aussi que c'est bien d'arriver en proposant des solutions. Là, on a pris par l'exemple du rack à vélo, là, mais elle disait, c'est sûr que si quelqu'un fait juste écrire en me disant ouais, il n'y a pas assez de rack à vélo. Je suis comme OK. Mais si quelqu'un m'écrit en disant il n'y a pas assez de rack à vélo, mais regarde, nous, on aimerait ça en avoir un là, avec peut-être un lampadaire ou ce serait plus pratique qu'il soit dans ce spot-là que dans ce spot-là parce que pour nous, c'est plus direct quand on arrive dans notre établissement. Donc, elle encourageait à arriver avec déjà des solutions. Puis ça rejoint un petit peu une des personnes qui avait dit d'avoir un projet là, clé en main. Ça ne veut pas dire que ça va être la solution retenue, mais au moins, on propose quelque chose. Puis aussi, elle disait d'être prêt à s'impliquer
parce que des fois, elle donnait l'exemple des cartouches d'encre, que c'est vraiment facile de recycler les cartouches d'encre, mais il faut juste qu'il y ait une personne sur l'étage qui, de temps en temps, les mette dans la boîte qui va partir pour ça. Mais elle peut pas se déplacer dans tous les bâtiments puis aller faire ça elle-même. Donc, s'il y a des gens un petit peu partout qui disent « Ah ben oui, moi, je suis prêt à faire cette petite tâche-là », ça va beaucoup, beaucoup les aider. Et dernier petit point, ben, mon expérience à moi, justement, je voulais vous montrer un exemple de démarche que j'ai fait. D'abord, j'ai cherché pour le comité de développement durable. J'ai regardé sur le web, l'intranet et tout. J'ai rien trouvé. Ensuite, j'ai demandé à ma chef, j'ai dit, est-ce que tu peux chercher pour moi? Elle a dit, ah ben oui. Puis elle a trouvé qu'on avait une politique de développement durable. Puis elle m'a confirmé qu'il y avait une personne du conseil multidisciplinaire sur le comité. Donc moi, j'ai contacté directement cette personne-là qui justement était super enthousiaste que je le contacte. Il m'a parlé, on a fait une rencontre. Puis ça l'a vraiment adonné que finalement cette personne-là, elle voulait se désister justement du comité de développement durable parce qu'il y avait comme trop de tâches. Fait que c'est moi qui ai pris sa place. Fait que maintenant, je suis sur le comité de développement durable de mon 6 ICIUS. Donc encore une fois, j'ai pas fait des gros tours de magie, là. J'ai juste été comme ferme mais poli et j'ai pas hésité à contacter les gens. Donc, c'est peut-être pas votre objectif d'arriver sur le comité de développement durable, c'était même pas le mien au début, mais ça peut être un exemple de comment on peut le trouver. Et la dernière diapo, j'ai mis le lien ici, là, ça va être cliquable. On a fait la planète 5 minutes en santé récemment, un petit webinaire sur le midi où on a eu en entrevue le docteur Nick Watts, qui vient du National Health Services au Royaume-Uni. Puis, c'est vraiment là-bas, on est tellement en retard comparé à eux, c'est incroyable. Les gens lui avaient demandé, justement, comme, qu'est-ce que je fais, moi? Là? Moi, je veux aider, là, qu'est-ce que je fais? Puis, il y avait comme 3 conseils à donner. Il disait, d'abord, parlez-en à une personne autour de vous. On doit devenir meilleur à en parler. N'hésitez pas, encore une fois, un peu les mêmes messages qui reviennent. N'hésitez pas à écrire aux personnes en position de pouvoir. Demandez-leur qu'est-ce qu'on fait, comment on peut nous participer, nous contribuer à ça. Mais si personne n'en parle, ben ça ne changera pas. Puis la dernière chose qu'il conseillait, il dit faites quelque chose vous-même, peu importe c'est quoi. Il disait on est rendu à un point là, où on s'en fout c'est quoi que tu veux faire comme projet, mais prends quelque chose puis fais-le maintenant. Parce qu'il y a urgence d'agir. Puis juste pour vous donner une idée, là-bas, le NHS, eux, ils visent évidemment la carboneutralité d'ici 2040, mais ils visent même d'avoir réduit de 80% leur émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Là. Donc, c'est vraiment tôt 2030, 80%. Donc, il y en a des places où ils font ça. Donc, moi, je me dis pourquoi au Québec, on ne serait pas capable de le faire nous-mêmes. Et voilà, vous aurez les sources et le guide de ressources si jamais ça vous tente.